J'étais sur le point d'aller dîner chez ma fille quand mon avocat a texté « C'est un piège ». J'ai ri jaune, pensant à une blague de mauvais goût, mais mon cœur s'est serré comme un étau quand j'ai vu la pièce jointe. Une photo de Claire, ma propre chair, en train de signer des papiers qui me dépouillaient de tout. Et le plus abject, c'était qu'elle souriait. Ce sourire que j'avais vu naître dans les berceaux de nos vies brisées, maintenant arme d'une trahison qui puait la pourriture des tombes familiales. Paris, cette ville des lumières qui n'éclaire que les mensonges, m'avait toujours paru un refuge. Né dans les ruelles étroites de Montmartre, j'avais gravi les échelons d'une existence modeste, tailleur de costumes pour les bourgeois du quartier, jusqu'à ce que l'amour, ou ce que j'en croyais, me propulse dans les cercles plus sombres de la haute société. Ma femme, Élise, était une beauté éthérée, aux yeux verts comme les vignes de Bordeaux, et nous avions bâti une vie sur des illusions fragiles. Notre fille, Claire, née en 1995 sous un ciel pluvieux d'octobre, était le soleil de nos jours ternes. J'avais tout sacrifié pour elle, mes rêves d'artiste, mes nuits blanches à coudre des smokings pour des hommes que je méprisais, même ma dignité quand Élise avait commencé à collectionner les amants comme des sacs à main de luxe. Mais la trahison ne frappe pas d'un coup. Elle s'insinue, goutte à goutte, comme le vin rouge qui tache une nappe immaculée. Tout a commencé en 2012, l'année où Élise a disparu. Pas une disparition théâtrale, non, un envol discret vers les Canaries avec un galeriste véreux, emportant la moitié de nos économies et un secret qui me hantrait pendant des années. J'ai appris plus tard, par un détective privé que j'avais engagé avec mes derniers sous, qu'elle était enceinte d'un autre. Pas de Claire, bien sûr. Élise avait déjà trahi avant, mais cette fois, c'était un enfant illégitime, un garçon qu'elle avait fait adopter en catimini pour ne pas salir son image de femme parfaite. J'ai encaissé, pour Claire. Toujours pour Claire. J'ai élevé notre fille seule, dans notre appartement haussmannien du 16e arrondissement, lui apprenant les rudiments de la vie parisienne. Les croissants chauds chez le boulanger du coin, les promenades le long de la Seine quand les touristes s'effaçaient, et surtout, la loyauté, cette vertu que je croyais indestructible. Claire grandissait belle et ambitieuse, un mélange toxique de sa mère et de mon entêtement. À 20 ans, elle entrait à Sciences Po, filant droit vers les sommets que je n'avais jamais atteints. Elle fréquentait alors Marc, un avocat aux dents longues, fils d'un député influ. Marc Duval, avec son sourire carnassier et ses costumes sur mesure que j'avais moi-même cousus, incarnait tout ce que je haïssais dans cette France des élites. L'hypocrisie drapée de soie. Ils se sont mariés en 2018, une cérémonie fastueuse à Versailles, où j'ai payé la note en vendant la dernière relique de mon atelier. Une machine à coudre centenaire, héritée de mon grand-père. J'étais fier, ce jour-là, ignorant que la noce scellait mon enterrement de vivant. Les premiers signes de fissure apparurent en 2020, au cœur de la pandémie qui avait transformé Paris en un fantôme masqué. Claire m'appelait moins, prétextant les études en ligne et les nuits blanches à préparer des plaidoiries fictives. Marc, lui, passait de temps à autre, toujours avec ce regard fuyant, comme s'il mesurait déjà ma valeur marchande. Puis vint l'affaire. Une affaire qui n'était pas la mienne, mais que j'ai portée comme un boulet. En mars 2021, un scandale financier éclata au cabinet de Marc. Des détournements de fonds pour des clients russes, des pots de vin qui sentaient la corruption à planer. La presse s'en délecta, titrant sur la pourriture de l'élite judiciaire. Marc, bien sûr, nia tout, invoquant un bouc émissaire parfait, moi. Oui, moi, le beau-père naïf qui avait prêté de l'argent à Claire pour un investissement familial. Des faux documents apparurent, signés de ma main, me désignant comme le cerveau de l'opération. J'étais ruiné, interrogé par la police, menotté dans notre ancien appartement transformé en bureau pour les huissiers. Pourquoi ai-je accepté? Parce que Claire pleurait au téléphone, jurant que c'était une erreur, que Marc était innocent, que si je ne signais pas ces aveux bidons, leur vie, notre vie, s'effondrerait. Papa, tu es le seul qui peut nous sauver. Pour la famille. Ces mots, murmurés d'une voix brisée, étaient du miel empoisonné. J'ai plaidé coupable, écopant de 5 ans de prison ferme, dont 3 effectifs à la maison d'arrêt de Fresnes, ce purgatoire de béton où les rêves pourrissent plus vite que les corps. J'ai gommé mon nom de la société, vendu l'appartement pour payer les avocats de Marc, et sombré dans l'oubli. Claire me rendait visite une fois par mois, apportant des gâteaux de la pâtisserie du coin, mais ses yeux évitaient les miens. C'est temporaire, papa. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Mensonge. Toujours mensonge. Libéré en 2024 sous bracelet électronique, j'ai atterri dans un studio sordide de Belleville, cousant à nouveau pour survivre, hanté par les nuits où les murs suintaient d'humidité et de regrets. Claire, elle, avait gravi les marches. Promotion au cabinet, naissance d'un petit-fils, Théo, en 2023. Elle m'invitait sporadiquement, me présentant comme le père en rémission, un euphémisme pour le paria expié. Marc, intouchable, siégeait maintenant au conseil d'administration d'une banque privée, riant de mes haillons lors des dîners familiaux. J'encaissais, pour Théo.
pour ce regard innocent qui me rappelait Claire enfant. Mais au fond de moi, une braise couvait, alimentée par les lettres anonymes que je recevais. Des indices sur Élise, sur l'enfant caché, sur les magouilles de Marc qui continuaient en sous-main. Ce soir de décembre 2025, alors que la neige fondait en flaques sales sur les boulevards, Claire m'avait convié à dîner pour mon anniversaire. « Viens chez nous, papa. Marc prépare un gigot, et Théo veut te montrer son nouveau jouet. » J'avais hésité, sentant l'odeur du piège, mais l'appât de la normalité m'avait attiré. J'enfilais mon vieux manteau, un vestige de mes jours glorieux, quand le texto de mon avocat, un jeune idéaliste que j'avais rencontré en prison, a fait exploser le vernis. C'est un piège. Il prépare un nouveau coup, une tutelle sur tes biens restants pour te déclarer inapte. Ne viens pas, pièce jointe. Une photo volée de Claire et Marc, en train de signer des formulaires chez un notaire, riant comme des hyènes. Mon sang s'est glacé. Pas de choc, non, une clarté brutale, comme si les voiles tombaient enfin. J'ai attrapé mes clés, mais au lieu de la porte d'entrée, je me suis dirigé vers le tiroir secret de mon bureau. Un dossier jauni, fruit de mes nuits d'insomnie, rempli de preuves sur Marc. Des transferts bancaires illicites, des mailles effacées mais récupérées par un hacker ami, et surtout, la preuve que l'enfant d'Élise n'était pas adopté. Il était le demi-frère de Claire, élevé en secret pour hériter d'un empire occulte. La trahison n'était pas seulement financière. Elle était généalogique, un nœud gordien de sang souillé. Je n'ai pas annulé le dîner. Au contraire, j'ai répondu à Claire, « J'arrive », avec un cadeau spécial. Le trajet en métro, sous les néons vacillants, fut une descente aux enfers lucides. À chaque station, des souvenirs affluaient. Claire enfant, courant dans les Tuileries, Élise, feignant l'amour dans nos draps, Marc, serrant ma main le jour du mariage en murmurant « Bienvenue dans la famille ». Famille, un mot vide, un piège à radorer. Arrivé devant leur pavillon cossu de Neuilly-sur-Seine, la porte s'ouvrit sur le sourire de Claire, radieux mais faux comme un billet de Monopoly. Pas à pas. Entre, il fait froid. Théo se précipita dans mes jambes, un tourbillon de joie innocente. Marc, en tablier, brandissait une cuillère comme un sceptre. Le gigot est presque prêt. Champagne? J'acceptai, m'asseyant à la table dressée, observant leurs gestes avec l'œil d'un chasseur. Le dîner commença par des banalités. Les notes de Théo à l'école, les promotions de Claire, mes petits boulots que je minimisais. Puis, inévitablement, la question « Et tes finances, papa ? On s'inquiète pour toi. Peut-être qu'on pourrait t'aider. » Avec une procuration. C'est là que j'ai sorti le dossier, le posant au centre de la nappe comme une grenade dégoupillée. Pas besoin, ma chérie. J'ai tout ce qu'il faut. Les pages se déployèrent. Preuves accablantes, non soulignées en rouge, dates alignées comme des balles. Claire pâlit, sa fourchette tremblant. Marc toussa, feignant l'indifférence. Qu'est-ce que c'est que ça? Des fantaisies de vieux fous. Mais ses yeux trahissaient la panique, ce regard de rat acculé. La soirée bascula en cauchemar orchestré. Théo, sentant la tension, s'endormit tôt. Claire hurla. « Comment oses-tu? Après tout ce qu'on a fait pour toi. » Pour moi, j'éclatai d'un rire amer, racontant pour la première fois l'histoire complète. Élise, l'enfant caché, un fils nommé Julien, élevé par des complices de Marc pour des raisons que je découvrais seulement, un plan pour unifier des fortunes illicites. Marc n'était pas seulement un escroc, il était le fil conducteur d'une toile d'araignée familiale remontant à Élise. « Tu as pris ma peine, papa, parce que tu nous aimais. Et maintenant, tu nous trahis ?» Claire pleurait, mais ses larmes étaient du théâtre, comme celles de sa mère. Je partis cette nuit-là sans un mot de plus, le dossier sous le bras, le cœur un brasier. La vengeance n'était pas un mot, c'était une sentence. Les jours suivants, je contactai des journalistes, des procureurs incorruptibles, semant les graines du chaos. Marc riposta par des injonctions, Claire par des appels larmoyants. Mais le piège qu'ils avaient tendu se refermait sur eux. Bientôt, les premières fuites, un article dans Le Monde sur les ombres du barreau parisien. Marc suspendu, Claire interrogée. Et moi? Libre, enfin, mais enchaîné à une rage qui ne s'éteignait pas. Pourtant, au milieu de cette tempête, un appel inattendu. Julien, mon fils perdu, 28 ans, voix hésitante au bout du fil. Je sais qui tu es. Et je sais ce qu'ils t'ont fait. La famille, cette malédiction, se reformait dans le sang. Les semaines qui suivirent ce dîner maudit furent un tourbillon de paris sous tension, où chaque café fumant masquait un poison potentiel. J'avais élu domicile dans un bistrot anonyme de la Bastille, lieu de rendez-vous clandestin où les anciens taulards comme moi échangeaient des infos contre un pastis. Mon avocat, Paul, un genou aux lunettes épaisses et à l'idéalisme chevillé au corps, devint mon lieutenant. On les aura, monsieur Lefebvre. Pas par la loi, elle est de leur côté,
mais par la vérité, brute et nue comme un coup de couteau. La vérité, ce dossier que j'avais compilé comme un roman noir, pages noircies d'encre et de bile, révélait non seulement les fraudes de Marc, mais un réseau plus vaste, une hydre aux têtes multiples. Élise n'était pas une fugitive amoureuse. Elle était une joueuse, une espionne économique pour des intérêts étrangers, utilisant Marc comme prête-nom et Claire comme couverture affective. Julien, ce fantôme sorti des limbes, m'avait contacté via un numéro jetable. Nous nous rencontrâmes dans un parc du Marais, sous un ciel de plomb qui promettait l'orage. Il ressemblait à Élise, ses pommettes hautes, ce menton volontaire, mais avec mes yeux, sombres et inquisiteurs. 28 ans, ingénieur en cybersécurité pour une start-up de Lille, il avait grandi dans l'ignorance, élevé par un couple d'adoption complices, jusqu'à ce qu'un mail anonyme, le mien, en réalité, envoyé par procuration, lui ouvre les yeux. Ils m'ont utilisé comme pion, père, pour des deals offshore. Claire est au courant depuis des années. Elle a même validé le transfert qui t'a envoyé en tôle. Père. Ce mot me transperça comme une lame rouillée. Nous parlâmes des heures, tissant un pacte fragile. Non pas une réconciliation larmoyante, mais une alliance froide, calculée, pour démanteler l'empire de mensonges. Claire, de son côté, multipliait les assauts. Des fleurs livrées à mon studio avec des cartes signées « Ta fille qui t'aime », suivies d'appels où sa voix chevrotait « Papa, reviens. Théo te réclame. » Marc est stressé, mais on peut arranger ça en famille. Famille. Encore ce mot, cette chaîne. J'enregistrais tout, ces appels devenant munitions pour le procureur. Marc, plus subtil, envoya des émissaires. Un collègue avocat proposant un « arrangement amiable », une somme modeste pour que je disparaisse. Je refusai, lui rendant la politesse par un paquet anonyme. Une clé USB avec des extraits de ses mets, ceux où il ordonnait à Claire de manipuler le vieux. La riposte fut violente. Une descente de police chez moi, prétextant une menace terroriste, ridicule, mais suffisant pour me fouiller et me menotter à nouveau, le temps d'un week-end. Libéré sans charge, je sentis la peur changer de camp. Les médias s'emparèrent de l'affaire. Libération titra « Le beau-père sacrifié, vengeance ou justice », dépeignant Marc comme un monstre et moi comme un martyr. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, des hashtags comme Justice pour Lefebvre divisant l'opinion. Certains me voyaient en héros vengeur, d'autres en rancunier aigri détruisant sa propre famille. Claire posta une vidéo larmoyante sur Instagram. « Mon père souffre, mais la haine n'est pas la solution. Prions pour la réconciliation. » Les likes affluèrent, mais les commentaires acides aussi. « Combien de pères as-tu sacrifié pour ton luxe, Claire Duval ?» Le premier coup porta en janvier 2026. Grâce à Julien, Nouakam, légalement, via un whistleblower, les comptes de Marc. Des millions détournés, blanchis via des vignobles bordelais fictifs. Le canard enchaîné s'en régala, publiant un dossier qui fit chuter les actions de sa banque. Marc fut mis en examen, assigné à résidence dans leur pavillon de Neuilly. Claire, enceinte de leur diatugue enfant, apparue à la télé, le ventre rond comme un bouclier, c'est une chasse aux sorcières. Mon mari est innocent. C'est mon père qui fabrique des preuves par jalousie. Jalousie? Non, justice. Mais ces mots me rongeaient, car au fond, Théo était innocent, et ce bébé à venir, un pion de plus. Je décidai alors d'un geste controversé, qui me vaudrait plus tard les foudres des bien-pensants. J'infiltrai leur maison lors d'une nuit sans lune, escaladant le mur du jardin comme un fantôme. Pas pour tuer. Je ne suis pas un monstre, mais pour confronter. Claire me trouva dans la nurserie, penché sur le berceau vide de Théo, endormi ailleurs. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était un murmure terrifié. Je lui tendis une lettre, la confession d'Élise, que Julien avait exhumée d'un coffre en Suisse. « Lis, et dis-moi si tu étais au courant. » Elle lut, blêmissant, admettant enfin « Oui. Maman m'a tout dit avant de partir. » Marc et elle. C'était pour nous protéger. Pour l'héritage. Héritage? Un empire bâti sur mon dos brisé. Je partis sans violence, mais laissai derrière moi un enregistreur allumé, capturant ses aveux. Diffusé anonymement sur France Inter, cela scella le sort de Claire, mise en cause pour complicité. Les féministes crièrent au patriarcat vengeur, les conservateurs à la décadence morale. Moi, je devins le paria absolu, traqué par les paparazzis, protégé par Julien qui me logeait dans son appartement lillois, loin de la folie parisienne. Pourtant, la tension montait. Marc, acculé, lorgnait sur un suicide politique, une fuite vers la Suisse, avec Claire et les enfants. Paul m'alerte, ils bougent ce soir. On les arrête? Non. La vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon de l'âme. J'optai pour le poison lent, une plainte internationale, impliquant Interpol pour les fonds russes.
Les aéroports furent bouclés, Marc arrêté à Roissy, menottes au poignet, hurlant mon nom comme une malédiction. Claire, seule avec Théo, m'appela une dernière fois. « Tu as gagné, papa. » Mais à quel prix? Théo grandira sans grand-père, sans rien. Je raccrochai, le cœur en lambeaux. Gagner? Non, survivez. Et la braise couvait encore, car Élise, cette vipère, refaisait surface dans mes rêves, promettant un twist plus sombre. L'île, avec ses briques rouges et son vent du nord qui fouette les regrets, devint mon exil provisoire. Julien et moi formions un duo improbable. Lui, le geek précis aux algorithmes impitoyables. Moi, le tailleur aux ciseaux aiguisé par la douleur. Nous passions nos nuits à décortiquer les ramifications du réseau, traçant des lignes sur une carte murale qui ressemblait à une toile d'araignée sanguinolente. Élise n'était pas une ombre passive. Elle orchestrait depuis les Canaries, via des sociétés écrans, finançant les campagnes de députés alliés à Marc. Claire, ma fille, n'était pas une victime. Elle était l'héritière consentante, formée à Sciences Po pour perpétuer le cycle. Elle t'a toujours vu comme un outil, père, me dit Julien un soir, en servant un cassoulet fade de supermarché. Outil. Le mot résonna comme un glas. La presse, cette meute affamée, me dépeignait en deux temps, héros ou tyran. Un éditorial du Figaro me qualifiait de père justicier, dont la vengeance dépasse les bornes de la loi. Une chronique dans Elle pleurait la destruction d'une femme ambitieuse par un patriarche amer. Les débats télévisés s'enflammaient. La famille est-elle sacrée ou un nid de vipères? Je regardais tout ça depuis mon écran, fumant des gauloises illégales, me demandant si la vérité valait les ruines. Théo m'envoyait des dessins par la poste, des bonhommes bâtons avec des cœurs, signés « à papy », et chaque enveloppe était un coup de poignard. Le point de non-retour survint en février 2026, lors d'une audience préliminaire au palais de justice de Paris. J'avais refusé de témoigner contre Claire, invoquant un droit au silence familial, décision qui fit hurler les commentateurs. Lefebvre protège-t-il sa fille ou la manipule-t-il encore? En réalité, c'était ma première feinte. En me taisant, je forçais Marc à parler, à vendre la mèche pour sauver sa peau. Et il parla. Devant le juge, sous serment, il avoua les détournements, mais pas tout. Il accusa Élise d'être la tête pensante, dépeignant Claire comme une innocente trompée. Mensonge pieux, capturé par nos micros cachés, Julien avait ses entrées dans le système de sécurité. La nuit suivante, l'enfer se déchaîna. Claire me confronta chez Julien, tambourinant à la porte à 2 heures du matin, Théo endormi dans ses bras. « Tu as gagné, hein? Marc est fini, maman va être extradée. Et moi? Je suis enceinte, papa. De ton petit-fils ou ta petite-fille, et tu vas nous laisser crever ?» Ses yeux, rougis par les larmes, étaient ceux d'une enfant perdue. Je la fis entrer, la voix tremblante malgré moi. « Assieds-toi. Dis-moi la vérité, pour une fois. Sais-tu pour Julien? Pour le rôle d'Élise dans tout ça? » Elle hocha la tête, s'effondrant en sanglots. « Oui, tout. Mais c'était pour nous, pour la famille. Tu étais faible, papa. Tu ne comprenais pas le monde. Marc et maman. Ils nous protégeaient. » Protégés? J'explosai, jetant la lettre d'Élise sur la table. Protégé en me jetant en prison? En volant mon nom, ma vie? Julien entra alors, silhouette silencieuse dans l'ombre. Claire le vit, et son visage se décomposa. « Toi, le bâtard. Maman m'avait prévenu. » Bâtard. Le mot claqua comme un fouet. Julien ne broncha pas. Il activa un projecteur, diffusant des vidéos. Claire signant des chèques pour les fonds illicites, riant avec Marc de l'idiot de beau-père. La trahison, filmée en HD, irrévocable. Elle partit en hurlant des malédictions, promettant de me détruire. Mais le mal était fait. Le lendemain, les preuves inondèrent les tribunaux. Claire inculpée pour faux et complicité, Élise arrêtée à Tenerife par la Guardia Civile, extradée menottes aux pieds. Marc, en cellule à la santé, tenta le suicide, une tentative ratée, théâtrale, pour attendrir l'opinion. Les manchettes fusaient, dynastie du crime, la chute des Duval-Lefebvre. L'opinion se scinda. D'aucuns me saluaient en vengeur biblique, d'autres me lapidaient en moraliste hypocrite, oubliant que j'avais porté la croix pour eux. Au milieu de ce chaos, un appel d'Élise, depuis sa cellule provisoire. « Henri, mon amour. C'était pour nous tous. Julien est la clé, il hérite de tout, pas Claire. Elle était jalouse, elle t'a sacrifié pour rien. » Twist dans le twist, Élise, même en cage, semait le doute. Était-elle sincère, ou un nouveau piège pour me briser? Je raccrochai, ordonnant à Julien de creuser plus profond. Ce qu'il trouva me glaça. Élise avait un autre secret. Un enfant, une fille, ma fille aussi? Cachée en Amérique du Sud, et Claire le savait,
complotant pour l'éliminer de l'héritage. La tension culmina lors d'une confrontation publique, un dîner de réconciliation, forcé par le juge, dans une salle neutre du 8e arrondissement. Claire, Marc, Élise en visio depuis Madrid, Julien et moi, assis autour d'une table comme à la Sainte Seine maudite. Les mots volèrent comme des dagues, accusations, pleurs, rires hystériques. Marc craqua le premier, « Tu nous as tous eus, Henri. » Mais Théo, tu vas le voir grandir en orphelin ? Claire renchérit, « Tue-nous si tu veux, mais épargne l'innocent. » Innocence, un leurre. Je sortis un dernier atout, un test ADN prouvant que Théo n'était pas de Marc, un coup de semonce pour briser leur façade. Chaos. Claire s'évanouit, Marc jura, Élise hurla à travers l'écran. La presse s'empara du scoop, transformant notre saga en feuilleton national. Étais-je le monstre ? Les sondages disaient non, 62% pour la justice paternelle. Mais au fond, la victoire avait un goût de cendre. Pourtant, le vrai orage gronda quand Julien révéla le twist. Élise n'était pas la mère de Julien. J'étais le père, mais la donneuse ? Claire, via une insémination anonyme orchestrée par Marc. Inceste caché, trahison ultime. Ma fille avait conçu mon fils pour sceller un pacte diabolique. Le monde vacilla. Le twist d'Élise, ou plutôt, le gouffre qu'il creusa, transforma ma vengeance en apocalypse personnelle. Paris, en mars 2026, bruissait de rumeurs comme un essaim d'abeilles enragées. Les tabloïds titraient « Inceste et héritage ». Le scandale Lefebvre ébranle la République, avec des photos floues de nous tous, masques arrachés. Julien, mon fils-frère dans cette farce macabre, s'effondra moralement. Je suis un monstre de labo, père. Claire m'a créé pour. Quoi ? Pour rire de toi ? Je le serrai contre moi, pour la première fois, sentant nos sangs mêlés comme un vin frelaté. Non, tu es la preuve de leur folie. Et nous allons l'achever. Claire, enceinte et inculpée, devint une icône controversée. Des manifestations fleurirent devant le palais, justice pour les mères trahies, contre stop à l'hypocrisie familiale. Elle accoucha en avril, une fille prénommée Amélie, dans une clinique gardée comme une forteresse. Théo, placé en famille d'accueil provisoire, m'envoya un dessin. Un cœur brisé avec Papy, revient. Chaque coup de crayon était une chaîne. Marc, en détention, négocia un deal, témoigner contre Élise en échange d'une peine réduite. Il balança tout, les inséminations forcées, les fonds russes canalisés via des ONG fictiles, même un meurtre, non, pas un, mais deux. Un rival d'Élise en 2010, étouffé en maison de repos, et un hacker trop curieux en 2022, accident de voiture sur la 6. Ces révélations firent basculer l'opinion. Moi, le vengeur, devint le survivant. Un livre deal avec Gallimard se profilait, mais je refusais, l'argent sale ne m'intéressait pas. Au lieu de ça, je préparais le climax, une confrontation finale, non pas en cours, mais dans l'arène publique. Via Paul, j'organisais une émission spéciale sur France 2, La Nuit des Vérités, où Claire, Élise, libérée sous caution, et Marc, en visio depuis la santé, seraient conviés. Thème, la famille, prison ou salut. Ironie suprême. La soirée fut un cirque. Studio bondé, caméra braquée, public divisé en moitié hurlante. Claire entra la première, Amélie dans les bras, robe blanche virginale tachée de larmes. Je pardonne mon père. Mais il nous a détruits. Mensonge doux, applaudi par ses fans. Élise suivit, élégante malgré les menottes électroniques, voix suave. Henri, mon amour perdu. Tout était pour l'amour. Julien, Claire. Nos enfants, unis dans le sang. Marc, pixelisé, cracha son venin. Lefebvre est un psychopathe. Il a forcé ma main. Forcé ? J'entrai dernier, dossier en main, calme comme la Seine en crue. Le déballage fut cathartique. Je projetai les preuves, enregistrement, ADN, transfert. Le public retint son souffle quand je révélai l'insémination. Claire n'est pas ma complice, elle est l'architecte. Pour un empire bâti sur mon dos, elle a conçu son frère. Cri, évanouissement. Claire hurla, c'était un accident. Maman l'a voulu. Élise nia, puis avoua en pleurs, oui, pour lier nos sangs, pour que l'héritage ne se perde pas. Henri, tu étais trop pur, il fallait te salir. Marc rit, hystérique, et maintenant, tu nous tues tous ? Le climax vint quand je sortis l'arme ultime. Pas une arme à feu, mais une vidéo de Théo, enregistrée en secret lors d'une visite supervisée. Papy, pourquoi maman pleure ? Innocence pure, qui fit taire la salle. C'est pour ça que je me venge. Pas pour moi, mais pour lui. Pour que l'histoire ne se répète pas, je proposais un pacte controversé.
Abandon des charges contre Claire si elle divorçait, élever Théo et Amélie loin de l'ombre et restituer tout. Marc refusa, hurlant des obscénités. Élise supplia. Claire hésita, puis accepta, voix brisée, pour les enfants. Pas pour toi. Le scandale explosa, Lefebvre dicte la loi familiale, crièrent les uns. Geste magnanime d'un père brisé, dirent les autres. L'opinion se partagea en phalanges irréconciliables, débat enflammant les dîners parisiens. Julien et moi quittâmes le studio sous escorte, le poids allégé mais l'âme scarifiée. Pourtant, la tension ne retomba pas. 2 jours plus tard, un empoisonnement. Marc, en cellule, avala du cyanure dissimulé dans une pomme. Suicide? Ou meurtre commandité par Élise. L'enquête pointa vers Claire, qui disparut avec les enfants, fuyant vers l'Espagne. La chasse reprit, moi en tête, avec Interpol sur les talons. Vengeance ou poursuite du nombre. Dans les brumes lilloises, Julien me confia. Et si on arrêtait, père? Pour Théo. Arrêter? La braise était feu de joie. Le twist final guettait, tapi dans les recoins de la mémoire. Mais 2026 marqua la fin, ou le début d'un autre enfer. Claire fut localisée à Bilbao, dans une planque financée par les restes de l'Empire d'Élise. L'extradition fut un cirque diplomatique. L'Espagne rechigna, invoquant la maternité, mais la pression française, dopée par mes fuites à Elpay, l'emporta. Elle revint menottes au poignet, Amélie au sein, Théo traînant une peluche usée. La cour d'assises de Paris, ce théâtre de chair et de loi, devint notre Golgotha. J'y témoignai, pas en accusateur, mais en père brisé. J'ai porté votre crime pour vous aimer. Mais l'amour a des limites. La trahison les pulvérise. Claire, du box des accusés, me fixa d'yeux vides. Tu m'as tué, papa. Avant même que tu commences. Le procès dura des semaines, un défilé de témoins. Paul, le hacker repentant, même Élise, extradée et effondrée, avouant tout dans un flot de regrets théâtraux. Henri, je t'ai aimé à ma façon. Tordu, mais vrai. Vrai? Un mot moisi. Marc, absent, fut jugé par contumace. Son corps retrouvé empoisonné scellait son sort en suicide assisté. Les preuves s'empilèrent. Faux, corruption, manipulation génétique. La sentence tomba comme un couperet. 20 ans pour Claire, 10 pour Élise, avec sursis pour bonne conduite future. Théo et Amélie placés sous ma tutelle, via un juge compatissant. La vengeance couronnée? Oui, mais amère. L'opinion, ce jury invisible, se déchira définitivement. Pétition pour la grâce de Claire, une mère, pas une criminelle. Contre-manif pour ma croisade morale, Lefebvre, le justicier impitoyable. Un sondage IFOP révéla 51% pour moi, 49% contre, une fracture sociétale sur la famille toxique. Je devins symbole, invité sur tous les plateaux, mais refusé, préférant l'ombre. Julien et moi élevâmes les petits à Lille, dans une maison modeste au volet vert. Théo appelait Julien oncle Jus, ignorant nos liens maudits, Amélie gazouillait sans savoir. Les nuits, je cousais des vêtements pour eux, poings serrés comme des secrets. Claire m'écrivait de Fleury-Mérogis, « Papa, pardonne-moi. » Pour Théo. Je répondais par des photos des enfants, sans mots. Élise, en tôt la reine, tenta un appel, « Laisse-moi les voir. Je suis leur grand-mère. » Silence. Le twist final surgit en novembre, lors d'une visite à Claire. Elle, amaigrie mais résolue, glissa une lettre, « Lis-la seule. C'est la vérité sur maman. » Élise n'était pas la vipère originelle. Elle avait été piégée par son propre père, un industriel véreux des années 80, forçant des alliances sanguines pour survivre à la crise. Claire, en révélant ça, offrait non une excuse, mais une boucle, nous sommes tous des victimes, papa. Ou des bourreaux. Choices. Choix. La vengeance m'avait libéré, mais enchaîné à la culpabilité. Je choisis la paix précaire. Demander la libération conditionnelle de Claire, pour Théo. Élise mourut en prison d'un cancer foudroyant, murmurant mon nom. Claire sortit en 2030, nous rejoignant à Lille, un fantôme en rédemption. Pas de happy end hollywoodien, des dîners tendus, des regards fuyants, mais Théo riait, Amélie marchait. Julien épousa une normalienne douce, brisant le cycle. Étais-je vainqueur? La France, ce pays de passion contenue, débat encore, héros ou destructeur. Moi, je sais, la vengeance est un feu qui réchauffe et consume. Dans les rues de Paris, que je fuis désormais, l'écho persiste. Et si c'était à refaire? Le texto de Paul, un nouveau piège. Non. Cette fois, j'ignore. Fin.